Salut Tofu, c'est Zera et aujourd'hui dans cette nouvelle critique, on va aborder le cas de Dragon Ball Super. Alors, en début de mois, j'ai parlé de Dragon Ball GT et vous avez compris que j'avais un peu de mal avec Super. La série a quelques bonnes idées, mais globalement ça reste pas terrible et on va de déception en déception. Cela dit, le manga Dragon Ball Super est déjà bien plus intéressant que l'anime, pour la simple et bonne raison que lui, au moins, il sait où il va. Cependant, que ce soit bien clair, dans cette vidéo, je ne parlerai que de l'anime DBS, donc je vais le juger en tant que tel. Du coup, je vais aborder chaque arc individuellement au fil de cette vidéo, mais avant ça, on va parler de l'animation et de la musique. L'animation de DBS, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment depuis la diffusion de l'épisode 5. Disons-le tout de suite, l'animation de Dragon Ball Super est moyenne, et surtout inégale. On peut avoir des séquences magnifiques, mélangées à d'autres qui sont complètement horribles. Bien entendu, tout cela, c'est dû au rythme de production des épisodes qui est vraiment intense. Mais en soi, même si on ne se souviendra pas de DBS pour son animation splendide, au moins elle reste correcte pour mettre en place l'intrigue des épisodes. Passons maintenant aux OST, tout comme l'animation, ça reste moyen. On a certains thèmes marquants bien sûr, comme celui de Black Goku ou encore de l'Ultra Instinct, mais globalement la musique sert surtout de fond sonore et ne participe pas à rendre les événements plus impactants. Elle ne fait ressentir aucune émotion et c'est assez dommage puisque c'est le but premier d'une OST. Du coup, bon nombre de passages font assez fade et sont par conséquent facilement oubliables. Il est temps de passer à la vraie partie de cette vidéo, le scénario, et on commence avec l'arc sur Beerus. Alors les deux premiers arcs de Dragon Ball Super ont le même problème, ils sont calqués sur deux films, ici il s'agit de Battle of God. Ce qui emmène à un problème de taille, puisqu'on passe d'une histoire qui dure 1h40 en version film à un scénario qui met 4h30 pour arriver au même point. Par conséquent, le scénario est étiré au maximum, rendant certaines scènes ridiculement longues. Il ne sert strictement à rien de regarder le tout premier arc, le film Battle of God suffit amplement pour comprendre la suite de la série. Mais outre ce problème de longueur dû à la série, Battle of God a certains défauts et qualités qui sont indéniables. Le speech de départ, c'est qu'un ancien dieu de la destruction vient tout juste de se réveiller de son long sommeil et cherche désespérément une personne capable de lui tenir tête. Le fameux Super Saiyan God. Il arrive ainsi sur la Terre dans le but de rencontrer ce mystérieux guerrier qui pourra lui redonner goût à la vie. Bon, le scénario est très simple, mais de notre côté, à la base, c'est juste un scénario d'un OAV qui sert à relancer la franchise. Cela dit, une fois que l'on aperçoit nos héros danser, pêcher du poisson ou labourer des champs, on commence à se demander quand est-ce que l'intrigue va vraiment pointer le bout de son nez. Et au moment où il arrive, c'est juste pour bouffer un flan. Faut vraiment que je continue cette vidéo. Alors oui, il y a de bonnes idées et de bons moments. Vegeta qui s'énerve face à Beerus lorsque ce dernier frappe Bulma, c'est vraiment intense. Et à titre personnel, j'ai bien aimé la transformation certes simple du Super Saiyan God. Sans parler du fait que le combat contre Beerus en lui-même était aussi plutôt génial. Cela dit, au milieu de tout ça, on a Oolong qui fait un combat de pierre-feuille-ciseaux contre un dieu pour décider de l'avenir du monde. Niveau enjeu, c'est pas terrible. Le scénario se résume juste à un mec qui pop de nulle part pour affronter nos héros juste pour le plaisir. Et le pire, c'est que c'est quasiment le scénario de tous les arcs de DBS. Mais encore, ça passe, la version film est plutôt bonne contrairement à la version série complètement oubliable. C'est par la suite que ça commence à être un peu plus compliqué. Quel est le meilleur moyen pour amener les fans de la première heure sur une série qui n'a pas du tout autant de potentiel? Remettre son méchant le plus emblématique au devant de la scène, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur le défaut de transition du format film au format série, car tout comme Battle of God, la résurrection de F était aussi à l'origine un long métrage. Ce qui emmène par conséquent le même défaut lors de son passage en version animée. Passons donc plutôt au speech de cet arc. Alors que l'ancienne armée de Freezer a du mal à gouverner la galaxie depuis la mort de leur leader, certains d'entre eux décident de partir sur la Terre dans le but de rassembler les Dragon Ball pour ramener le seigneur Freezer à la vie. Une fois effectué, ce dernier part s'entraîner avant de revenir conquérir la Terre dans le but de défier Son Goku. Si tu n'as pas vu le fanservice, là vraiment tu ne peux plus le louper. Pour être complètement honnête, j'ai bien aimé la version film de la résurrection de F. Cela dit, il ne fait que jouer sur la nostalgie et les références à la saga d'origine. Alors en tant que fan, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de choses, et s'il ne s'agissait que d'un OAV comme celui sur couleur ou Janemba, on passerait au-dessus de quasiment tous ses défauts. Cependant, le problème c'est qu'il s'inscrit dans la nouvelle saga qu'est Dragon Ball Super. Du coup, ça n'apporte étrangement pas grand chose. Le Super Saiyan Blue par exemple, c'est une transformation qui va être utilisée de manière excessive par la suite. Il serait donc logique de rendre sa première apparition marquante, comme toutes les autres transformations apparues dans la saga jusqu'à maintenant. Mais la toute première fois qu'on le voit, on ne ressent rien, la mise en scène est pauvre, la caméra se contente de tourner autour de Goku pendant qu'il se transforme. On est vraiment loin des apparitions comme le Super Saiyan qui font trembler toute la planète tellement l'énergie est gigantesque. Ici, avec une transformation divine, même les mouettes qui volent au-dessus n'en ont strictement rien à faire. La mise en scène est tellement pauvre
pauvre que quand ça arrive, ben c'est juste bleu quoi. Alors, cette mise en scène apporte tout de même un petit quelque chose, elle nous fait comprendre que Goku maîtrise parfaitement cette forme depuis un moment. Là où dans le film Battle of God, Goku découvrait la forme du Super Saiyan divin, ici, quand il arrive, il la connaît déjà, tout comme Vegeta d'ailleurs. Le problème qui en ressort du coup, c'est à quoi sert cet arc ou ce film sur la résurrection de F. Au début de l'histoire, les personnages maîtrisent déjà la forme du Blue et à la fin, ils la maîtrisent toujours, donc les personnages n'ont pas évolué. Le seul qui a eu un réel changement, c'est Freezer avec sa forme Gold, mais même là, il l'obtient à travers d'une simple ellipse. Tu m'aurais sorti une excuse bidon au début de l'arc du pouvoir pour m'expliquer pourquoi il a cette forme, ça aurait été pareil. Ça aurait été sans doute beaucoup plus intéressant et impactant de découvrir cette forme en même temps que Goku ou Vegeta, puisqu'il était censé avoir un rôle important. Et ainsi, cette transformation aurait eu de l'impact, et seul l'un des deux personnages aurait eu accès à cette nouvelle forme, ce qui ne la banaliserait pas dès sa première apparition. Parce que là, on se demande juste à quoi sert de regarder cet arc en tant qu'OAV seul, ça passe, mais en tant qu'arc scénaristique au sein d'une nouvelle saga, ça devient un peu plus futile. Le tournoi de Champa, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que d'un côté, c'est le premier arc indépendant qui n'est pas lié à un film, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour le côté originalité et liberté créative. Mais de l'autre, on commence vraiment Dragon Ball Super avec un tournoi, ce qui nous fait poser une question. Est-ce qu'au moins ils ont une idée de scénario à nous pondre dans ce projet? Bref, passons rapidement au speech de cet arc. Alors que le monde vit en paix depuis la disparition aussi rapide que l'utilité de l'apparition de Golden Freezer, Goku et Vegeta s'entraînent auprès de Whis jusqu'à ce que le frère de Beerus, Champa, vienne lui rendre une petite visite. Suite à un petit concours culinaire, il découvre que la nourriture de la planète Terre est délicieuse et décide donc d'organiser un tournoi entre leurs deux univers dont le gagnant s'emparera de la Terre. Et accessoirement des Super Dragon Ball. Bon, on est déjà au troisième arc et niveau scénario ils ont toujours du mal à nous vendre du rêve, mais bon, gardons espoir. J'ai surtout envie de revenir sur l'absurdité de cet arc en lui-même. Champa organise un tournoi parce que dans son univers, la planète Terre a été détruite et du coup il ne peut pas goûter à leur nourriture. Mais afin que nos héros puissent tout de même avoir une récompense en cas de victoire, il réunit les Super Dragon Ball, qui font la taille d'une planète. Parce que l'excès c'est toujours une bonne chose. La petite question que j'ai envie de poser du coup c'est pourquoi il n'a pas décidé d'utiliser les Super Dragon Ball déjà en sa possession pour recréer la planète Terre dans son univers, surtout que c'est exactement ce que fera Beerus une fois que nos héros auront gagné le tournoi, donc c'était tout à fait réalisable. Tout cet arc aurait pu être réglé en un seul épisode. Dis-moi Super Dragon sacré, à tout hasard, tu pourrais créer une planète Terre dans mon univers pour que je puisse déguster de bons petits plats? Bien entendu, vœu accordé. Ah super, ça m'évite de faire un tournoi interminable dont l'issue était ultra prévisible depuis le début et qui n'apporte rien à la suite de l'intrigue. Non, là, vraiment, j'ai beaucoup de mal à voir en quoi Dragon Ball Super est une bonne série. Parce que je veux bien reconnaître que l'on regarde par nostalgie ou par hype de découvrir une histoire Dragon Ball en 2017-2018, mais dans les faits, y a pas grand chose. Le seul vrai méchant qu'on s'est tapé en 3 arcs, c'est un fanservice de la saga d'origine. Mais bon, revenons au sujet principal. Alors, on va passer sur les combats inutiles face à des robots ou des Winnie l'ourson géants qui n'apportent rien d'autre qu'une perte de temps, et on va plutôt parler de choses qui étaient... sympa. Le personnage de Frost, s'il y a bien un bon point à mettre sur l'arc de Champa, c'est bien sur ce personnage. Il ressemble énormément à Freezer, ce qui crée un lien direct avec nos héros, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Qui plus est, ce personnage apparaît au début comme un sauveur galactique respecté de tous, ce qui tranche pas mal avec le préjugé que l'on pouvait avoir de lui. Bien entendu, on apprend par la suite que c'était une énorme mascarade et qu'il n'a rien d'héroïque, bien au contraire. Cependant, le gros défaut, c'est l'arc précédent, parce que faire une référence nostalgique en implantant le personnage de Frost, c'est bien. Mais si 5 minutes avant on n'avait pas ramener à la vie la référence dont est issu ce personnage, il aurait pu être bien plus qu'une simple pâle copie de Freezer. Et justement, c'est bien dommage, parce que tout l'intérêt du personnage se fait absorber par le charisme de l'original qui est réapparu dans l'arc précédent. Sinon, à part Frost, nous avons aussi le personnage de Kiabe qui a énormément de potentiel. Il s'agit d'un Saiyan de l'univers 6 qui a évolué de manière complètement différente de ceux de l'univers 7. La relation de maître à élève entre Vegeta et Kiabe est vraiment excellente, l'épisode centré sur lui est clairement le meilleur de l'arc. Sans parler du fait que l'apparition du Super Saiyan de Kiabe fait vraiment plaisir à voir, il a quelque chose de revigorant. Bref, à part ce petit détail, j'ai bien apprécié la transformation du Super Saiyan Blue Kaioken de Goku, il a quelque chose de vraiment marquant, ce qui manquait à la première apparition du Blue. En plus, elle apporte le fait que l'utiliser endommage son corps, ainsi ce pouvoir ultra cheaté a de lourdes conséquences sur le long terme. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour terminer, nous allons parler un peu de Hit. Alors, je ne comprends pas trop la hype sur ce personnage, son design est ultra simple et n'a rien d'original, c'est juste un assassin qui a un air mystérieux. Cela dit, je reconnais entièrement
clairement que Hit apporte un vrai plus à DBS, notamment grâce à sa technique surprenante, le Tokitobashi. Le fait de grossièrement stopper le temps, ça apporte une nouvelle technique inédite et ça fait du bien de voir ça parce qu'avant tout était centré sur les transformations. Et j'avoue que c'est assez rafraîchissant de voir ça, même si le combat Goku-Hit n'avait pas de réel enjeu, au moins il était captivant avec de bonnes idées. Globalement, l'arc de Champa en lui-même n'a rien d'intéressant, il sert juste à poser 2-3 petites bases et présenter quelques personnages intéressants. Mais au moins celui-ci a le mérite d'être regardé contrairement aux 2 arcs précédents qui étaient bien plus intéressants en version film. Ah, le fameux arc de Zamasu, considéré comme le meilleur arc de tout DBS qui a même le potentiel d'être au niveau des arcs de DBZ. Mais juste le potentiel, hein, faut pas déconner non plus. Je dois vous avouer, je suis assez mitigé, la première partie est très bonne, mais la seconde partie est, comment dire, what the fuck? Parce que le début, clairement, il envoie du lourd. Le speech, c'est... Le Trunks du futur, qui a prévenu nos héros de l'arrivée des cyborgs par le passé, revient à notre époque parce qu'un nouveau fléau frappe son monde. Des millions d'individus ont été éradiqués par un être sans pitié et d'une grande puissance, un personnage qui ressemble énormément à Son Goku. Trunks a donc pour mission de ramener nos héros dans le futur afin qu'ensemble ils mettent un terme à la destruction du monde. Là, enfin, on a un vrai scénario. Bon, il joue un peu sur la nostalgie pour le vendre, hein, mais au moins on a une réelle intrigue qui est posée. Cet arc commence vraiment très fort avec un futur à feu et à sang, une ambiance oppressante et un personnage que l'on connaît très bien en position de difficulté. Et bien entendu, l'arrivée d'un antagoniste principal, un méchant qui a l'apparence du héros que l'on a suivi jusque-là. On a tout pour passer un bon moment, et au début on passe vraiment un bon moment, on se demande quelle est l'identité du méchant, on a des combats épiques, une ambiance pesante. Enfin, on retrouve l'essence qui fait Dragon Ball Z, mais pas pour longtemps. Rapidement, on devine l'identité de Black Goku, avant même qu'il ne commence à aborder la question. Les voyages entre le passé et le futur ne s'arrêtent plus, et les motivations du méchant sont... spéciales. Concrètement, il veut détruire tous les mortels car il les déteste et souhaite ainsi gouverner l'univers. Sauf que s'il tue tout le monde, ben il y aura plus grand chose à gouverner en fait. C'est marrant comment tous les méchants de DBS, si jamais ils réfléchissaient 3 secondes, ils se rendraient compte que leur plan est complètement débile. Remarque, ça doit être sans doute pour ça que l'argument principal qu'on nous donne pour apprécier DBS, c'est de ne pas réfléchir. Ça doit être lié, j'imagine. Zamasu, c'est juste un gosse qui fait sa crise d'adolescence, qui se rebelle contre l'autorité parentale, donc ici Gohasu, et part faire son caprice pour détruire l'univers. En plus de faire une crise d'identité en volant le corps de Son Goku, donc un corps de mortel. Bien sûr, on peut le voir comme un dieu, un gentil qui a fini par sombrer dans les ténèbres parce qu'il a perdu foi en l'humanité. Mais dans les faits, c'est complètement faux. Dès sa toute première apparition, il méprise les humains et pense qu'il faudrait les exterminer même si on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est juste un enfant avec un ego surdimensionné qui joue au dieu et qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Cela dit, son charisme en tant que Black Goku est vraiment intense, il en impose avec des techniques inédites qui lui sont propres, et ça c'est vraiment un bon point. La capacité de s'adapter et de devenir plus fort en affrontant le vrai Goku est aussi très bien pensé, ce qui permet notamment de mettre en place quelques stratégies, comme le fait que ce soit plutôt à Vegeta de l'affronter pour l'empêcher de progresser puisque seuls les mouvements de Goku lui permettent de maîtriser son corps d'emprunt. Ça par exemple c'est un concept très intéressant. Le retour du Mafuba aussi, une technique 100% mortelle qui permet d'enfermer un dieu et donc de lui faire ravaler son ego, ça c'est super bien pensé. Idem pour la mort de Bulma, bon c'est celle du futur mais ça reste Bulma, c'est marquant. Je pourrais citer plein de petites choses comme ça qui sont vraiment de très bonnes idées, mais en parallèle de ça, il y en a aussi qui sont très mauvaises. Les Potala par exemple, alors bon, le Zamasu fusionné, il en impose, là n'est pas le problème, mais végétaux quoi. Comment dénaturer le manga d'origine? Alors oui, l'épisode où il apparaît est très bien animé, mais c'est tout. Le fait que les Potala ne durent qu'1 heure pour les mortels, c'est ridicule, tu perds tout l'intérêt de tels objets. Le but justement, c'était d'avoir accès à un pouvoir gigantesque, mais en contrepartie, tu ne pourrais jamais redevenir celui que tu étais autrefois. Là, c'est juste devenu un accessoire de mode pour faire un power-up, et en plus ça fonctionne même pas correctement car quand tu utilises trop de puissance, ça défusionne prématurément. Avec la fusion métamol, c'était logique, en utilisant trop de puissance, ça réduisait le temps de fusion, parce qu'à la base, c'était une technique de combat. Mais là, avec les Potala, c'est de la magie, alors pourquoi c'est lié à la puissance des personnages? En plus, ils se sont emmerdés à défusionner le jeune Kaioshin de notre univers avec une technique spéciale, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Ils auraient pu se servir de cette technique spéciale pour défusionner végétaux à la fin du combat, ça aurait été logique et au moins ça aurait servi à quelque chose. Et si le seul but c'était de créer une limite de temps pour ajouter de la tension, pourquoi ne pas privilégier la fusion métamol avec Gogeta? Là, le délire du temps, le délire de la puissance serait resté cohérent et en plus ça servirait le scénario. En montrant qu'une technique métamol, un pouvoir de mortel, arrive à égaler et même surpasser la fusion par artefact divin, donc les Potala. Pour rester dans ce fameux thème de la confrontation entre les humains et les dieux. Mais non, à la place on balance à la poubelle tout ce qui a été mis en place dans le manga d'origine. C'est pas la seule chose d'absurde d'ailleurs, la transformation du scénario de Trunks aussi, ça sort de nulle part ce truc là et on n'aura jamais d'explication. On va dire que c'est probablement dû au pouvoir de l'amitié, alors c'est très classe, hein, mais on ne comprend absolument
absolument rien, surtout qu'il le maîtrise en 3 secondes ce machin. Et son épée Genkidama, alors dans l'idée c'est plutôt bien pensé, une vieille technique revisitée au goût du jour. Le fait que ce soit ce pouvoir qui réunit la force des humains qui arrive à détruire Zamasu, du moins pendant 5 minutes, c'est assez intéressant et on reste dans le thème cité tout à l'heure. Le seul petit problème c'est qu'il n'y a plus que 3 pèlerins sur toute la planète, Zamasu il a tué tous les autres. Donc au final s'il faut juste le pouvoir d'une poignée d'êtres humains lambda pour arriver à tuer un dieu, j'ai juste envie de dire tout ça pour ça. L'idée générale est plutôt bonne mais c'est vraiment mal exploité et c'est un peu le gros défaut de cet arc d'ailleurs. Alors quand j'ai vu des têtes de Zamasu devenir l'univers tout entier et partir avec le scénario, j'étais bien content de voir Zenos pointer pour tout détruire. Cela dit, malgré tous ses défauts, l'arc Zamasu est effectivement le plus intéressant de DBS et potentiellement celui qui mérite vraiment le coup d'œil. Mais pour du DBS. Il est donc temps de passer au tout dernier arc, le tournoi multi-univers. Et non pas multiverse, toute idée de repompage de scénario serait complètement fortuite. Bref, le démarrage de cet arc est là encore plutôt bon. Le speech c'est... Le dieu de tous les univers, Zeno souhaite organiser un tournoi réunissant les meilleurs guerriers de chaque univers, une idée qui lui a été suggérée par Goku. Cependant, il décide de rajouter comme règle que seul l'univers qui sortira gagnant survivra, tous les autres seront exterminés. C'est alors que le tournoi pour la survie commence. Bon, on est encore sur un tournoi, au final le seul arc qui n'aura pas été un manque d'idées total en mode copie de film au tournoi juste pour foutre du combat, ça aurait été l'arc Zamasu. C'est sûrement pour ça qu'il est considéré comme le meilleur, y a pas trop de concurrence à côté. Le tournoi d'entraînement au début mettait bien en place les enjeux, faisait prendre conscience à nos personnages leurs décisions, principalement pour Goku. On a d'ailleurs eu la toute première apparition du Super Saiyan Blue avec une vraie mise en scène marquante. Une musique épique, des personnages qui étaient surpris par un tel niveau de puissance, bref une réelle ambiance qui se dégageait de ce début de saison. Par la suite, on a eu une interminable recherche de personnages pour constituer une team pour le tournoi, qui aurait pu se résumer en 1 ou 2 épisodes. Et ensuite, on a eu le vrai tournoi. Là, vraiment, tu vois qu'à part faire du combat pour du combat, Dragon Ball Super n'apporte rien, c'est juste de la hype au travers de la nostalgie. Ça n'aurait pas été la licence Dragon Ball, ça fait longtemps que cette série se serait arrêtée. Le tournoi est long à en mourir, des personnages random dont on sait très bien qu'ils n'ont aucun intérêt durent des plombes dans ce tournoi. Alors qu'en attendant, ils expulsent de vrais combattants qui ont du potentiel. L'univers 7, qui est celui de nos héros, nous a été présenté comme étant le deuxième plus faible, pourtant c'est celui qui domine le tournoi à tous les niveaux. À aucun moment ils ne sont vraiment dans une situation désespérée. Sauf sur le final, mais bon, même là on n'y croit pas trop. Il n'y a quasiment rien à dire sur cet arc, ça se résume juste à du combat. Kiabe, qui a été introduit dans l'arc de Champa, ne sert strictement à rien, et les deux Saiyans qui l'accompagnent sont là juste pour le fanservice Broly et nous rappeler la douloureuse inutilité des Potala. Freezer est encore revenu, bien sûr, pour attirer l'intérêt des fans. Vraiment, cet arc, j'ai rien à dire dessus, même Beerus qui voulait détruire la Terre juste parce qu'il avait pas mangé un flan, c'était plus intéressant. Alors bon, il y a quand même un point positif dans cet arc, c'est l'Ultra Instinct. Une transformation qui fait vraiment plaisir à voir, que ce soit par son design simple mais efficace, ou par son utilisation limitée, puisque le contre-coup pour l'avoir utilisé est assez violent. Cela dit, on repassera sur son utilisation abusive, même si c'est plus une conséquence de l'étirement de chaque épisode pour meubler jusqu'à la fin. Puisqu'en soi, le rapport puissance-énergie dans ce tournoi est aussi logique que le temps imparti pour le terminer. Mais je n'ai même pas envie de m'étaler sur cet arc tellement il est mauvais, et puis surtout y a rien dedans quoi. Au moins les autres, même s'ils avaient effectivement de nombreux défauts, ils ont au moins essayé de mettre en place certains éléments pour arriver à ce final. Mais maintenant que l'on est devant, la question c'est juste pourquoi est-ce qu'on a regardé ça? Le film Dragon Ball Super centré sur les Saiyans qui arrivera en fin d'année sauvera peut-être les meubles, mais la série en elle-même n'a aucun intérêt à part surfer sur la nostalgie. Mais bon, pour ça je peux toujours regarder à nouveau l'anime Dragon Ball Kai. Vous l'aurez compris, je ne suis absolument pas un fan de Dragon Ball Super, même si je regardais comme tout le monde par pure nostalgie, j'étais loin d'accrocher pour autant. La licence Dragon Ball reste un univers que j'adore depuis que je suis enfant, mais ça ne m'empêche pas de voir les défauts de cette suite. DBS n'est au final qu'un énorme produit marketing, malheureusement je ne suis pas le public visé. N'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou non cette suite à Dragon Ball. En attendant, moi je vous laisse pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on réagira sans doute au tout dernier épisode de DBS dimanche soir sur le Discord. En attendant, prenez soin de vous, bye!